Si tu me le permets, je voudrais revenir un instant sur cette histoire de Covid et te demander quelle analyse tu portes sur cette période. Entre, disons, 2020 et 2022, moi je pense qu'il y a eu une atteinte au droit fondamental de chacun de disposer de son corps et de faire le libre choix de ses thérapeutiques, ainsi que le stipule le Code de Nuremberg de 1947. Voici précisément ce qu'il dit. Le consentement volontaire du sujet est absolument essentiel. Et précisant que ça veut dire que la personne intéressée doit jouir de la capacité légale totale pour consentir, qu'elle doit être laissée libre de décider sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Voilà ce que contient cet article 1. Donc, au nom d'un soi-disant état de guerre, le chef de l'État a interdit aux médecins de soigner comme il le souhaitait, sous peine de sanctions, faisant atteinte à l'exercice de leur métier et au cœur de leurs compétences. Il a laissé se propager l'idée d'un refus à l'accès aux soins aux populations non vaccinées, tout en accordant au laboratoire le pouvoir exorbitant d'appliquer un traitement expérimental sur une population, et en plus en dégageant les labos de leurs responsabilités financières en cas d'effet secondaire. Alors, toi, Clément, quel regard portes-tu sur cette période ? Écoute, je vais te répondre, mais d'abord j'ai envie quand même de rappeler que le chef de l'État est au service de son peuple, qui doit veiller au respect de la Constitution, au fonctionnement des pouvoirs publics et être le garant de l'indépendance nationale. Je crois qu'il touche pour ça actuellement un salaire mensuel autour de 15 000 ou 15 200 €, quelque chose comme ça, payé par le contribuable. Étant entendu que sa fonction lui offre également un logement à l'Élysée, des voitures avec chauffeur, plusieurs résidences secondaires, une flotte d'avions, un accès gratuit au réseau SNCF, etc. S'il est au service de son peuple, il n'est jamais là pour lui donner des leçons, ni lui infliger des pressions constantes. Encore moins lui dire ce qui est vrai ou faux, et puis le faire otage de sa propre vérité. Sous prétexte de détenir une vérité majuscule avec un grand V, on a demandé aux personnes de se laisser piquer, masquer, confiner, avec leur assentiment si possible, ou bien par la menace et exclusion sociale. On a vu le président et sa horde de courtisans, ainsi que la plupart de ses opposants politiques d'ailleurs, ce qui est un comble, prôner en assemblée les vertus de la vaccination, ses bienfaits, soi-disant certains, exact, incontestable, sûr et vérifiable. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il n'en était rien. Comme l'hypnose ne fonctionne pas sur les personnes réfractaires, il y eut des opposants légitimes à cette pensée unique, mais ils furent qualifiés alors de complotistes, presque de mauvais sujets de la nation, puis immédiatement écartés des médias mainstream. L'élite s'est mise à détester ceux qui ne se laissaient pas piquer. Et le président décida qu'il fallait les emmerder au nom de la République. Alors, fallait-il suivre les injonctions nationales, européennes, ou bien les refuser et devenir un sale fauteur de troubles, un reclus ou un nouveau pauvre, faute de pouvoir aller travailler? Consentir ou ne pas consentir, telle était la question. Mais en réalité, la question du consentement est éternelle et va bien sûr au-delà de l'épisode Covid-19. L'acceptation du vaccin des uns s'est frottée à l'incompréhension des autres et inversement, au point tu l'auras remarqué, de créer une scission entre ce qui fut caricaturalement et faussement nommé des vax et des non-vax.
Je me rappelle que cette désignation en pôle opposé fut scambée 24 heures sur 24 par certains courtisans médiatiques, donnant l'impression qu'il y avait de bons et de mauvais citoyens. Un peu comme, tu sais, dans Le bon chasseur et le mauvais chasseur du célèbre sketch des Inconnus. Le bon citoyen, c'est celui qui accepte par conviction ou obligation de suivre les consignes vaccinales, tandis que le mauvais les refuse. À côté de ça, tout fut fait pour morceler la société, pour éloigner les enfants de leurs grands-parents, pour inoculer la peur avant et pendant les fêtes familiales ou les rassemblements, pour séparer les voisins et les amis les uns des autres, pour faire taire les bouches à coups de masque. Quant aux risques encourus par la dite vaccination, chacun aura pu noter qu'on en parla fort peu sur les médias conventionnels, ou alors en les banalisant, en les traitant comme des cas isolés et tout à fait exceptionnels. Non, en bref, si on résume la situation, lorsqu'on nous dit qu'un ennemi invisible est là, que nous sommes en guerre et que cela justifie le déploiement d'une stratégie guerrière et la séquestration des populations, privées du droit de se mouvoir, lorsqu'on plane sur les médias nationaux jour après jour et pendant des mois et même des années qu'il est scientifiquement prouvé qu'un vaccin est l'ultime réponse à la crise, c'est-à-dire le seul moyen d'éviter la transmission et de sauver autrui, alors qu'il sera reconnu par les producteurs du dit vaccin que c'est faux, car cela ne fut jamais démontré. Lorsqu'on bombarde quotidiennement nos sens d'information anxiogènes, d'images mortifères, au sujet d'un virus dont le taux de létalité réel se situe en France entre 0,5 et 0,7%. Lorsqu'on évite de spécifier que sur un total de 37 millions de personnes infectées en France, 36 millions ont été guéris pour la plupart de formes légères. Lorsqu'on met en scène des personnalités politiques en pleine santé, en train de se faire vacciner en direct pour gagner la confiance populaire. Lorsqu'on explique qu'être un bon citoyen, c'est être vacciné, que les autres, il faut les emmerder. Lorsqu'à renfort de médias, d'incessants et indécents discours, il est dit qu'un enfant met en danger la vie de ses grands-parents et que cette annonce crée un climat de culpabilité chez l'enfant ainsi que chez les parents. Lorsqu'on met à pied et prive de son salaire un restaurateur, un soignant ou un pompier en pleine santé parce qu'il n'obéit pas à un ordre de vaccination, lorsqu'on essaye de vacciner les personnes venues simplement faire un test au départ, lorsqu'on empêche des scientifiques et médecins de très haut niveau, ne partageant pas le point de vue du gouvernement, de s'exprimer sur les médias conventionnels de grande écoute, lorsqu'on taxe tout à coup un brillant prix Nobel, reconnu international, et que tout à coup on traite de vieillard sénile parce que lui non plus ne partage pas la façon de régler cette crise sanitaire. Lorsqu'une équipe de tournage arrive sur un lieu de vaccination avec des figurants jouant des volontaires à la piqûre, dans une file d'attente montée de toutes pièces, lorsque des médias persistent à ne pas rendre compte de l'ensemble des effets secondaires, ou très insuffisamment, alors qu'ils existent, il faut l'objet de remontées quotidiennes auprès d'organismes compétents. Et je m'arrête là, la liste pourrait être longue. Selon moi, on trouve là tous les ingrédients d'une manipulation politico-médiatique, c'est-à-dire une tentative organisée de créer les conditions afin que nous acceptions sans broncher le confinement, les vaccinations à répétition, le pass sanitaire et la numérisation mondiale de la santé. N'importe quel observateur social, tant soit peu objectif, qui analyse à la loupe ce qui s'est passé en matière de communication, de diffusion et de tri de l'information, ne peut ignorer cette mise en scène partielle. Alors après, celui ou celle qui nie cette manipulation ne verrait probablement pas un éléphant dans un couloir. Donc, pour répondre à ta question, Max, oui, je pense que nous avons tous été l'objet d'une manipulation politico-médiatique.